Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, en association avec TV78, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Les pères fondateurs de l'Europe. Nous vous parlerons de Konrad Adenauer, un fervent défenseur du projet de communauté européenne, du charbon et de l'acier. Je recevrai l'eurodéputée Sylvie Brunet. On s'intéressera aux conditions de travail et aux droits des travailleurs des plateformes numériques. Voyager dans l'assiette, nous vous ferons découvrir un plat typiquement suédois, le pain de viande. Les superstitions en Europe, Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesses populaires. Quelles sont les croyances liées au mariage? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Me voilà dans le village Les Alluets-le-Roi dans le département des Yvelines et aujourd'hui je vais découvrir les secrets de la confection des yaourts Y et pour cela je vais à la rencontre de Flavien, c'est parti. Alors pour que tu puisses rentrer dans le labo, il faut que tu mettes un kit visiteur composé d'une blouse, d'une charlotte, de surchaussures et bien sûr d'un masque. Salut Benoît, alors comme ça c'est toi qui détiens la recette des fameux yaourts. Étape numéro 1, la ferme. C'est là-bas que le livreur récupère le lait pour le collecter dans la citerne. Il sera ensuite vidé dans le pasteurisateur. Pendant près de 2 heures et à 80 degrés, le lait va être pasteurisé afin de tuer toutes les bactéries. L'étape suivante, c'est la chambre chaude, puis l'enrobage. Le lait devenu plus solide est placé dans des bassines pour la fermentation. Une fois cette étape validée, le yaourt est basculé dans du linge d'égouttage où il restera 2 à 3 heures. C'est presque la fin, la texture est brassée avec une girafe afin de lui rendre son aspect crémeux et onctueux. Combien de kilos ça représente à chaque fois pour Ici vous avez une bassine de 250 kg, donc on va faire à peu près de 2400 pots. Une fois qu'il est brassé, on va remplir la trémie de la conditionneuse pour pouvoir le remplir et conditionner en pot. L'équipe de Benoît a reçu un fonds de soutien européen qui lui a permis de financer en partie une confectionneuse à double entrée pour améliorer la production, mais ce n'est pas tout. Ça nous a servi également à agrandir notre chambre froide. Donc là on a installé une nouvelle chambre froide de 70 mètres carrés. Pour les collectivités qui nous commandent à peu près 25 000 pots, là on pourra prévoir à l'avance des commandes comme on a 40 jours de DLC stocker et puis travailler sur du flux tendu. Je viens de sortir du laboratoire, vous venez de découvrir la confection des yaourts Y ici dans les Yvelines. Juste derrière moi, il y a cet entrepôt, là également il y a la nouvelle grande chambre froide financée par le fonds de soutien européen. Mais dans cet entrepôt, il y avait également l'ancienne boutique, elle était trop petite. Et donc maintenant, il y a une nouvelle boutique qui se trouve juste de l'autre côté. Alors Flavien, ici c'est le comptoir de la grange, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est une boutique qu'on a lancée en 2018 pour mettre en valeur l'ensemble des produits franciliens. On a du fromage, de la charcuterie, des produits d'épicerie, des desserts frais, des tartines. L'équipe de Benoît a reçu de nombreuses récompenses. En 2015, médaille d'or au concours général agricole. En 2016, victoire au concours patrimoine francilien. Mais il y a aussi l'entrée au salon international de l'alimentaire. Une vraie référence pour les tendances alimentaires, la tendance Y. Zone Europe. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, l'Allemand Konrad Adenauer. Son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Konrad Adenauer est un homme politique allemand, né en 1876 à Cologne. Après des études de droit, il entre dans un cabinet d'avocats, puis commence sa carrière politique dans la République de Weimar. Il devient le plus jeune maire de Cologne en 1917. De 1921 à 1933, il est président du Conseil d'État de Prusse. Sa carrière est brusquement interrompue par la prise de contrôle nazie en 1933. Démis par Hermann Göring de toutes ses fonctions en raison de son hostilité affichée au nazisme, il refusait par exemple d'arborer le drapeau nazi à côté du drapeau allemand, il est emprisonné brièvement après la nuit des longs couteaux en 1934, puis entre en juillet et novembre 1944 après l'attentat contre Hitler en juillet. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1949, que le Parlement fédéral allemand lui confie le premier poste de chancelier de la République fédérale d'Allemagne, qu'il occupera jusqu'en 1963, période appelée l'ère Adenauer. Il est considéré comme le fondateur de l'Allemagne moderne. Adenauer travaille fortement pour l'intégration européenne de l'Allemagne. Il signe successivement les traités créant la CK et la CE,
L'Allemagne est l'un des membres fondateurs de ces traités et rejoint le Conseil de l'Europe en 1951 et l'OTAN en 1955. Le chancelier allemand se penche particulièrement sur une coopération en matière de défense européenne. Cette coopération a débuté en 1949, puis s'est poursuivie pendant la guerre de Corée et les discussions internationales. L'idée se concrétise avec le projet de la Communauté européenne de défense, CED. L'idée, partagée avec Jean Monnet, est de créer une armée européenne composée de contingents allemands. Le traité est signé par les 6 États fondateurs de l'Europe. Cependant, il est rejeté en 1954 par l'Assemblée nationale française, ce qui a ralenti pendant un certain temps le processus d'unification européenne. Sa volonté de réconcilier la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale est plus forte, et c'est pour lui la clé pour maintenir une Europe pacifique et unie. Cette amitié franco-allemande est scellée en 1963 avec le traité de l'Élysée, signé par De Gaulle et Adenauer. Le 22 janvier devient par la suite la journée franco-allemande qui célèbre l'union entre les deux pays. Konrad Adenauer cite souvent l'idée de Victor Hugo des États-Unis d'Europe, pour une union économique qui mènera à une entente politique entre les pays. Il est la cible de nombreuses critiques qui voient l'intégration de l'Allemagne en Europe comme un obstacle à la réunification du pays. Il soutiendra durant 14 ans que la réunification européenne mettra fin à la division de l'Allemagne. Malheureusement, malgré sa politique volontariste, il ne peut que subir l'édification du mur de Berlin en 1961. Il démissionne en octobre 1963 et meurt quelques années plus tard en 1967. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Sylvie Brunet. Vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew et membre de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis de nombreuses années, le monde et par conséquent l'Europe voit apparaître de nombreuses plateformes qui permettent de mettre en relation des travailleurs et leurs clients pour un service donné. Alors, par exemple, louer un hébergement, commander à manger, un service de coursier ou encore commander un taxi ou un VTC avec des applications comme Uber, Freena ou Hitch pour les VTC. Se pose alors la question des liens qui existent entre les travailleurs et ces applications, les conditions de travail pour ces travailleurs. Dans la majorité des cas, ces travailleurs sont indépendants et bénéficient d'aucune protection sociale comparée à un employé plus traditionnel. Alors, de quelle manière le Parlement peut-il influencer ces plateformes pour trouver un réel cadre stable pour ces employeurs ? Et c'est d'ailleurs l'objet d'un rapport que vous avez signé. Alors en effet, on voit augmenter année après année le nombre de ce qu'on appelle ces travailleurs des plateformes, c'est-à-dire en fait qui travaillent par l'intermédiation d'un algorithme, d'un logiciel, généralement une application sur leur téléphone. C'est quand même aujourd'hui dans l'Union européenne environ 24 millions de travailleurs, donc c'est pas rien. Et c'est normal, le digital étant là, c'est un facteur en pleine croissance. S'il y a bien un sujet qu'on doit traiter au niveau européen, c'est celui-là, parce que ces grandes plateformes font intervenir des travailleurs dans différents pays de l'Union européenne. Donc on ne peut pas se dire qu'ils vont avoir un statut donné dans un pays et puis un autre statut dans un autre. Ça entraîne vraiment, pour le coup, un fort déséquilibre et tout le monde réclame justement qu'il y ait un cadre européen pour ces travailleurs des plateformes. La vraie question, c'est qu'effectivement, il y a 2 statuts qui existent aujourd'hui sur le travail en Europe. Soit le travail indépendant, ce qu'on appelle en anglais le self-employed, soit la relation de travail qui se traduit la plupart du temps en salariat, notamment en France. Pas toujours, c'est la relation de travail. Donc on a ces 2 statuts. Il est vrai que la plupart de ces personnes qui ont un contrat plutôt commercial avec les plateformes sont en statut de travail indépendant. Et on a vu émerger une problématique de protection sociale parce qu'elle n'est pas la même dans tous les États membres. En France, on a un statut de micro-entreprise, ce qu'on appelait auto-entrepreneur, où il y a quand même une forme de protection. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les États membres. Et le deuxième sujet, c'est que certains sont analysés comme des faux travailleurs indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment autonomes, ils n'ont pas la liberté de choisir leurs activités ou pas, de fixer leurs tarifs. Et donc là, il y a un vrai sujet. Et on peut penser qu'ils sont peut-être présumés salariés ou en tout cas avec une relation de travail. C'est pour ça qu'on a rendu ce rapport, pour que tout le monde ait accès à une vraie protection sociale,
notamment en matière d'accident du travail, et qu'il y ait un renversement de la charge de la preuve. Si un de ces travailleurs va devant un tribunal en disant moi je suis désolé mais je considère que je ne suis pas un vrai travailleur indépendant. D'ailleurs on m'a déconnecté, je ne sais même pas pourquoi, je n'ai pas de protection. On m'a bloqué. Voilà, ou bloqué. Bon, ça c'est un autre sujet important. Ces travailleurs, les clients peuvent les noter sur les applications. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on puisse noter que... Alors, qu'on puisse expliquer s'il y a eu des problèmes avec cette personne, c'est le principe de ces applications, mais est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on puisse noter n'importe qui dans son travail de la vie de tous les jours? Est-ce que vous notez votre banquier quand vous allez à la banque ou écoutez, votre postier au service postal? C'est un des grands phénomènes qui émergent depuis des années. Vous remarquerez qu'on note tout. Vous parliez de la banque, c'est vrai. Vous recourez à une prestation à la banque, vous allez à votre agence, vous recevez un mail dans la suite, comment il va vous évaluer, voilà, votre rencontre. Bon, je pense que c'est une évolution des choses qui, après tout, peut-être pas si mal, à condition que tout ça soit transparent. C'est le vrai sujet, c'est la transparence vis-à-vis de ces fameux algorithmes. Et là, je reviens sur le travail des plateformes. Ils souscrivent effectivement à une application. On va leur rétrocéder une partie un fees sur ce que touche la plateforme elle-même. Vous avez une course. La plateforme touche tant, elle va rétrocéder, bien sûr, une certaine partie. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème sur la note, par exemple? Et donc, nous, on a dit dans le rapport, sachant au passage qu'il va y avoir une directive sur les travailleurs des plateformes. A priori, en décembre, on est presque sûr qu'il va y avoir une directive. Donc, ce rapport était important parce qu'il pose les bases de ce que nous souhaitons au Parlement. Donc, il faut qu'il y ait une vraie transparence, que ces travailleurs, quand ils sont indépendants, puissent être représentés collectivement. Parce que c'est déjà un collectif. Ils ont après tout les mêmes conditions de travail, puisqu'ils sont déjà un collectif relié à une ou l'autre plateforme. Mais qu'ils puissent savoir ce qui se passe sur les bases de données aussi. Ils sont rentrés dans des bases de données. Voilà. Comment on les récupère? Comme vous dites, il y a une note qui est soi-disant mauvaise. Peut-être c'est justifié, peut-être que ça n'est pas. Ça doit pas avoir trop de conséquences aussi sur leur activité. C'est des dérives qui existent, par exemple, dans les pays asiatiques. Oui. Il y a des dérives dans beaucoup d'endroits. Parce qu'il y a de telles masses de données maintenant que c'est pas toujours. On voit bien tous en ce moment, c'est tout le sujet du digital. On ne va pas enrayer cette évolution, mais en même temps, il faut quand même que les gens soient protégés. Et une fois de plus, je suis têtue, mais le travail, il y a deux statuts. Il n'y a pas de raison qu'on ait des faux travailleurs indépendants qui n'ont pas la même protection. Vous comprenez que certains travailleurs sont inscrits sur plusieurs applications. Oui. Et si demain, ils deviennent employés d'une de ces applications, Absolument. ils ne pourront pas proposer leurs services sur une application concurrente et que certains soient finalement plutôt contents, peut-être pas la majorité, mais de ce statut un petit peu particulier en ce moment. Absolument, et c'est la raison pour laquelle, c'est une très bonne réflexion, nous, dans le rapport, on a prévu que les deux statuts coexistent. Vous avez raison, il y a beaucoup de ces travailleurs qui, pour différentes raisons, préfèrent ce statut de travail indépendant. Et une des conditions qui va expliciter au tribunal que vous êtes bien travailleur indépendant, c'est le choix possible d'être sur plusieurs plateformes. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie Brunet, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Zone Europe Voyage. Voyager dans l'assiette. Cette semaine, direction la Suède. Robert Jarl, le chef du restaurant Lilla Krugen à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, nous dévoile la recette de son pain de viande. Oui, bonjour, je suis chef Robert, je tiens le restaurant Lilla Krugen à Saint-Germain-en-Laye depuis maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le pain de viande, qui est un plat très typique suédois, qui est une assiette plutôt, qu'est-ce qu'on va dire, un plat quotidien qui moi je revisité à ma façon pour être plus adapté à la restauration. Dans la recette, on a le viande hachée, des oignons, des carottes, des pleurotes. Et on utilise aussi un appareil avec du chapelure, des œufs et du crème. Avec ça, on va réaliser une ketchup de betterave et framboise.
Et pour ça, il nous faut des oignons, oui, le framboise, le betterave et des tomates. On va commencer à préparer le base de la recette qui est le pain de viande en soi-même. On a besoin dans le casserole, dans le poêle, on met un peu d'huile pour faire revenir d'abord les oignons. Et on laisserait les oignons cuire un peu pour devenir un petit peu plus mou, parce que les carottes, c'est le plus... parce que c'est là qui est le plus dur. On cuit ça un peu avant. Et voilà, on met les oignons. Et après, avec ça, on prend un petit peu de poivre noir concassé. Maintenant, on va laisser ça bien saisir. Avant, on mettrait les pleurotes finement tachées dans ça. Maintenant, les oignons et le carotte saisis. On met notre viande hachée dans une queue de poule. On ajoute l'appareil avec de chapelure, des œufs et du crème. On ajouterait une petite de sel. Et voilà, on peut mettre une pleurote. Il faut le bien saisir jusqu'à ce que ça réduit à peu près à la moitié, que les oignons et les carottes ils sont plus croquantes, qu'ils sont bien mous et que les pleurotes a pris un tout petit peu de couleur. Et ensuite, pour réaliser le ketchup betterave framboise, on prend un peu d'huile de tournesol, on laisse ça chauffer bien. On a ici, c'est le betterave, les framboises, les tomates, du balsamique et moi j'utilise un produit suédois, c'est un sucre de mélasse, c'est du mélasse, c'est un sucre de bête à sucre. Quand les oignons commencent à colorer, et quand c'est bien chaud dans la poêle, on ajouterait le sucre. Comme ça. Quand le sucre a bien caramélisé, on déglace au vinaigre balsamique. On ajoute notre framboise, les betteraves, les tomates et on laisse ça réduire avec un petit peu de poivre et du sel. Et maintenant, quand notre mélange de pleurote et de pleurote, oignon, carotte est prêt, on mélange ça ensemble avec nos appareils à chapelure, crème et des œufs. Après, on mélange à la main. Et voilà, là, on a la pâte qu'il faut. Après, quand la pâte, le mélange de viande hachée et ça est bien
Et c'est pour ça qu'on appelle ça le pain de viande. Après, quand la pâte, le mélange de viande hachée et ça est bien et c'est pour ça qu'on appelle ça le pain de viande. Après, on va le entourer avec les lard fumé. On met un peu d'huile dans une plaque pour le four. On va mettre le pain de viande et on va mettre ça au four à 175 degrés pour environ 35-40 minutes. Et quand le ketchup a cuit, jusqu'à ce que les oignons, le betterave est bien mou, bien confit, on mettrait ça dans un mix. On le mixe, on le met dans un blender et on ajoute le goût, le sel, le poivre ou ce qui peut manquer selon goût. Après, quand c'est bien réduit, on mettrait ça dans le blender. Voilà. Après qu'on a passé notre ketchup dans le blender, on a vérifié que le goût il nous va. Ici, on le mettrait dans une bouteille pour pouvoir faire des décorations sur l'assiette. Aussi simple pour vous d'acheter une bouteille si vous voulez faire vos dessins. Pour le dressage, on utilise notre bouteille. On peut faire une petite grillage comme ça. On place le pain de viande, nos petits oignons. Et avec ça, pour le petit couleur et pour faire un petit peu plus festif, on met les petites herbes, quelques petits concombres marinés. Et voilà, c'est ça le pain de viande suédois. Zone Europe. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire chez l'Opportun. On s'intéresse cette semaine au mariage. Donc une grande affaire de la vie, c'est le mariage. Il y a beaucoup de superstitions qui sont liées au mariage et surtout des mariages heureux. Donc les choses à faire ou à ne pas faire, il y en a une liste. Pour ne pas avoir d'influence néfaste, la jeune future mariée ne doit jamais s'habiller dans sa nouvelle maison. Elle doit s'habiller là où elle est, chez ses parents, et elle ne doit jamais se regarder dans la glace. Une fois qu'elle a revêtu sa robe de mariée, elle ne doit pas se regarder et sortir. Sinon, ça serait vraiment porte-malheur. Elle doit aussi porter sur elle quelque chose de vieux. Et cette chose ne doit pas être blanche, parce que le blanc, il y a beaucoup de superstitions liées au blanc, par analogie avec la couleur du cadavre, etc. Donc, quelque chose de couleur. Nos amis anglais ont une superstition qui est amusante. On va dire, cette superstition est liée à ce dicton anglais. On va dire qu'il faut porter quelque chose de vieux, quelque chose de prêté, quelque chose de neuf et quelque chose de bleu.
Voilà. Et avec ça, on est à l'abri de toute influence néfaste. Ça vient d'un dicton qui dit « something old, something new, something borrowed, something blue ». Voilà, donc c'est la traduction. Et c'est toujours... On prend des jeunes filles aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est de voir qu'elles connaissent la tradition d'avoir ces 4 choses-là en même temps pour un mariage heureux. Zone Europe. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et également sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.